Chine Express, le direct quotidien. Nous sommes en direct en plus sur Facebook, ce qui vous autorise à nous laisser des commentaires et à discuter avec nous en direct. Vous serez les bienvenus. Bienvenue sur la Chine en français, LCF pour les intimes. Nous sommes le 4 avril. Et pour commencer, avant de recevoir notre invité qui va nous emmener loin sur les routes, la route de la soie, ou plutôt les routes de la soie, j'avais une petite annonce à faire pour tous les music lovers. Si vous avez un petit peu d'argent à placer, c'est le moment de croquer une part du gâteau Tencent Music. On vous en parle de temps en temps. Alors pourquoi investir avant de développer une petite analyse de fond de mon cru? Il y a trois évidentes évidences à relever. Alors la première, c'est que le Suédois Spotify, numéro 1 mondial de la musique en streaming, a fait ses premiers pas en bourse hier, mardi 3 avril, à New York, avec succès. Et ces débuts de Spotify sur le marché valent des milliards pour Tencent. Alors c'est le deuxième point, Tencent Music est le partenaire de Spotify, peu de gens le savent, pardonnez-moi. Partenaire bien évidemment de Spotify en Chine, c'est depuis décembre 2017. En effet, la société chinoise de médias sociaux et de divertissement Tencent est l'un des deux plus grands bailleurs de fonds de la plateforme Spotify avec Sony. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Tencent détient une participation de 8% dans Spotify, selon un dépôt réglementaire. Après que les actions Spotify ont commencé à se négocier donc ce mardi à New York, eh bien cette participation est maintenant évaluée à environ 2 milliards de dollars. Ça fait un peu d'oseille. C'est le troisième point. Tencent Music va entrer en bourse à son tour en 2018. Je ne sais pas encore quand, mais on va vous tenir au courant. En effet, d'après le Wall Street Journal, Tencent Music, qui est la branche musicale du géant chinois Tencent, c'est quand même la 5e entreprise mondiale en valeur, serait évaluée à 20 milliards d'euros à la suite de l'arrivée de nouveaux investisseurs en prévision de cette cotation. Alors comme le souligne le Monde Économie, le marché du streaming musical en Chine rassemble absolument les mêmes acteurs que le secteur de l'Internet, à savoir Tencent, Alibaba et Baidu. Tencent Music est le leader incontesté sur le segment de la musique en streaming. Il possède un écosystème vraiment admirable grâce à 3 plateformes différentes qui permettent à Tencent Music de contrôler environ 70% du marché du streaming musical en Chine. Son propre service, QQ Music, est une plateforme classique permettant l'écoute de chansons, les visionnages de vidéos musicales, très classiques comme nous en Occident, avec en plus un petit plus quand même pour les paroles qui apparaissent systématiquement alors que ce n'est pas toujours évident sur nos plateformes européennes. Tencent a assis définitivement sa domination du marché chinois en rachetant en juillet 2016 China Music Corp, le leader du marché à l'époque grâce à 2 plateformes, Kugu et Kuyo. Alors Kugu, c'est la plus importante, dont la traduction est plutôt poétique, le chien cool. C'est la première plateforme de référence en Chine en termes de trafic, car elle regroupe un énorme catalogue de chansons populaires chinoises. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi ça crée autant de trafic? Eh bien parce que ces chansons populaires chinoises sont chantées dans les karaokés. Et le karaoké en Chine, c'est culturellement incontournable. Pour expliquer le colossal trafic de Tencent Music, il faut aussi ajouter que cette plateforme musicale s'appuie sur le réseau social ultra dominant de la maison mère, WeChat, et son milliard d'utilisateurs. Enfin, le dernier atout de taille qui me fait penser que son introduction en bourse sera un énorme succès, c'est le contrôle des droits musicaux. Le contrôle des droits est une clé pour séduire les investisseurs occidentaux, en particulier en France, où la SACEM donne le la sur cet aspect crucial pour l'industrie de la musique. Tencent a en effet signé des accords avec plus de 200 labels chinois et étrangers ces dernières années, ce qui lui assure une gestion très fine de la plupart des titres occidentaux en streaming. Voilà pour la petite annonce que je voulais faire pour tous les music lovers. Alors, notre invité pour aujourd'hui, c'est un cheminot, car vous le savez, Christophe, c'est vraiment le champion des 2 pas de côté. Et puisque nous sommes en pleine grève SNCF, on s'est dit, tiens, nous, on va recevoir un cheminot. Alors, ça n'a absolument rien à voir avec le mouvement de la SNCF actuelle. Nous recevons Michel Cagnot, qui est de l'association Altro, et c'est ça qui nous intéresse. Il porte un projet via Atlantica qui vise à remodeler tout le transport ferroviaire de fret en France pour permettre enfin, j'ai envie de dire, de relier la façade atlantique à l'est de l'Europe. Ce projet, qu'il porte depuis plus de 20 ans, vous dire s'il connaît le sujet, pourrait retrouver un regain d'intérêt avec le fameux projet chinois dont on vous parle très souvent, One Belt, One Road, qui se déroule actuellement d'est en ouest. Monsieur Michel Cagnot, bienvenue et bonjour. Bonjour. Mon cher Christophe,
Alors, oui, alors la première question, effectivement, puisque c'était au départ, quand j'ai préparé cette émission, on devait parler de Via Atlantica, et puis le fait est que l'actualité nous a mis en pleine grève, en plein deuxième jour de grève à la SNCF. Alors, je voulais d'abord vous demander, alors c'est un peu éventé, si vous, de quel côté vous êtes, en gros, qu'on vous catalogue tout de suite entre trotskiste furieux ou alors réformateur en marche, parce que c'est vrai que sur ces débats, comme c'est un peu clivant, forcément on est d'un côté ou de l'autre. Qu'est-ce que vous pensez du conflit actuel à la SNCF ? J'ouvre juste une petite parenthèse, vous êtes en direct sur Facebook, donc faites attention à vos propos. Allez-y. Non, déjà, je suis retraité de la SNCF et puis pendant 10 ans, j'avais été détaché pour m'occuper de ce projet dont nous parlerons plus tard, de la Via Atlantica. Absolument. Sur le conflit actuel, alors évidemment, je vais être très prudent. Non, simplement, je dis qu'il est normal d'évoluer. Moi qui voyage beaucoup en Europe, qui suis toujours dans les trains du nord au sud, de l'est en ouest, je vois aussi ce qui se passe. Et que ce qu'il y a, c'est qu'en France, le problème, c'est l'idéologie. Et donc, je pense que pour des débats sérieux, quand on veut vraiment avancer, il faut sortir de l'idéologie. Autant d'un côté que de l'autre. Absolument. Il y a des gros mots. C'est-à-dire que, comme concurrence, la concurrence, c'est pas la panacée ou le diable de l'autre côté. Je veux dire, là aussi, il faut vraiment voir du cas par cas. Et par exemple, on a beaucoup parlé des petites lignes. Je pense que ces petites lignes, comme quand la SNCF ne veut plus les exploiter, pourquoi ne pas donner la chance à d'autres qui auraient... Je veux dire, ça serait un peu mettre un terme à la pensée unique ferroviaire. Parce que dans notre pays, on le verra avec le projet, il y a une pensée unique ferroviaire. Ça fait plaisir d'entendre quelqu'un qui vient de la SNCF et qui arrive à avoir une position raisonnable sur cette question. Et donc, les politiques, grosso modo, en ce moment, même dans le discours gouvernemental, commencent à reconnaître qu'il y a eu des erreurs de tout TGV, c'est-à-dire on commence à entendre ce discours côté gouvernemental en disant oui, peut-être qu'on a un peu je ne suis pas d'accord. Sous-investi. C'est pour ça qu'on vous a invité. Parce que les lignes TGV sont rentables aujourd'hui, ça qu'on soit clair. Pas toutes, mais enfin voilà. Ce que je veux dire, s'il n'y avait pas eu le TGV, Paris-Lyon, tout ça, on le fera en avion, il y aura des navettes aériennes et puis le chemin de fer serait mort. Ce que je veux dire, c'est qu'on cherche un bouc émissaire, le TGV, alors qu'il faut chercher des responsables. Et les responsables, c'est ceux qui depuis, je n'ai pas peur de le dire, depuis 80 ans, n'ont jamais eu de position sur une politique des Français, des transports. Je veux dire, on a toujours essayé de courir après des crises. Par exemple, 1995, c'était une grande grève, comme on dit. On voulait à l'époque déjà fermer 6000 km de ligne. Le conflit a été ce qu'il a été, il y a eu des conclusions, mais ça veut dire qu'on n'a rien réglé, puisque 20 ans après, on ressort les mêmes histoires. Donc il y a bien un moment où il faut régler les choses. C'est un mal français, ça, quand même, un peu. C'est un mal français, c'est-à-dire qu'on ne veut pas voir effectivement loin, la vision à long terme. On est là dans les peurs, l'ignorance, parce que, alors, je veux dire que peut-être parfois les choses sont mal expliquées. Souvent, ce qu'on entend dans les médias actuellement, c'est que les citoyens ne savent pas ce que ça va apporter vraiment de concret, cette réforme. Donc après, il y a des crispations. On va cristalliser sur le statut des cheminots, comme effectivement, c'est pas en supprimant le statut des cheminots. D'un autre côté, il faut rappeler que l'Allemagne l'a fait en 1994, mais l'Allemagne, ce qu'elle a fait aussi, c'est le gouvernement allemand, de reprendre la dette. C'est-à-dire, je te reprends la dette, et puis les nouveaux entrants, voilà. Or là, quand on prend ce qu'a dit le Premier ministre, le gouvernement va prendre ses responsabilités, c'est pas génial, et puis c'est pas précis. Et là, je pense que c'est une erreur. Et hier matin, il y avait chez Bourdin Madame Borne, la Borne, absolument. Voilà, et plusieurs fois, il lui demandait la dette, et puis c'était on n'a pas eu la réponse. Elle a louvoyé. Voilà. Effectivement, donc il va prendre une partie, un bout, on ne sait pas. Alors est-ce que c'est on va dire ce qu'il y a dans la besace en ultime recours en disant mais sauf que déjà le président le 2 juillet, quand il avait inauguré le TGV entre Le Mans et Rennes, il avait dit il avait laissé entendre qu'on prendrait cette dette. Alors pour clôturer cette partie un peu généraliste, puisque vous parliez de l'Allemagne, il faut savoir qu'en ce moment, donc l'Allemagne effectivement a repris la dette de ses voies ferrées, et a confié à des opérateurs privés un certain nombre d'exploitations. Voilà. Il faut savoir qu'en ce moment, la gare de Hanovre est depuis une semaine complètement paralysée parce que l'opérateur n'arrive pas à avoir les effectifs suffisants pour changer les aiguillages. Donc tous les trains en ce moment à Hanovre, c'est quand même une ville de 300 000 habitants. Donc c'est comme si Lyon ou Bordeaux n'avaient plus de gare. C'est-à-dire que les trains ne peuvent plus ni s'arrêter à quai, donc ils sont obligés de faire... que je n'avais pas l'information. De faire contourner. Je suis tombé là-dessus, c'est un papier du Temps. C'est un papier suisse
qui nous a parlé d'un cas allemand qui nous concerne à nous Français. Donc on est bien européens. Et puisqu'on on commence à arriver dans le but du sujet, donc est-ce que vous pouvez nous expliquer, avant qu'on rentre dans la Via Atlantica, quels étaient les buts de l'association Altro, pourquoi elle a été montée et depuis quand ? Alors, en 1997, les fonds baptismaux étaient en Bretagne. L'idée, c'était des acteurs économiques bretons qui disaient nous, on est vraiment à l'ouest de l'Ouest. L'Europe, ils voyaient déjà évidemment qu'il y aurait un élargissement de l'Europe et que la Bretagne se retrouverait non pas à l'Ouest, mais à l'Ouest de l'Ouest. Donc, ils se disaient, nous, ce qu'on cherche, c'est un projet qui pourrait nous rapprocher cette façade atlantique des portes de l'Europe. Donc, ils avaient dit Lyon, Bordeaux, Strasbourg, voilà. Et donc, sitôt connu ce désir, on s'était mis au travail. Alors, qui c'est on ? C'était une petite équipe. Il y avait des cheminots, il y avait des gens qui d'autres plus aménagement du territoire. Et puis, on a commencé... La Datar qui existait à cette Alors, époque, la Datar qui n'existe existait, plus maintenant, oui. qui Ils était nous en regardaient charge un de peu ce de loin. genre. Disons, quelque part, quand Altro, on est bien obligé de le dire, quand on a mis cette Via Atlantica, alors au départ, ça ne s'appelait pas la Via Atlantica, c'était plutôt très franco-français, ça s'appelait la T2A, transversale Alpes-Atlantique, puis la T3A, Alpes-Auvergne-Atlantique, puis la Transline, et donc voilà. Et... C'est bien joué d'avoir changé de nom. Atlantica, Voilà. ça sonne mieux. Oui. Voilà, oui. Et donc l'idée, c'était ça. C'était quand on a dessiné ce projet. Alors au début, on nous a dit oui, c'est des traits sur des cartes. C'est pas bon. On a vu tout le bénéfice qu'on pouvait en tirer. C'est-à-dire que à partir d'une transversale, parce qu'en fait, en France, il n'y a pas de transversale. Moi, qui suis de La Rochelle, il faut que j'aille courir à Paris ou alors à Bordeaux pour aller de l'autre côté. Le plus simple du temps, ce que je fais, je prends une voiture. Bon, oui. Donc c'est pas agréable. Donc voilà. Ou alors je me paye 9 heures en passant par Paris. Donc il y avait un manque de transversale et nous, on va dire il y avait un vide à combler. Et je dirais que quelque part, on faisait le travail de la Datar. D'accord. Là, j'apprends quelque chose. Je me permets de vous couper. Il n'y a pas de ligne transversale d'est en ouest en France, même pour le fret ? Non. Alors pour le fret, il y a eu une ligne Nantes-Tours-Vierzon par là. Il y a eu. Donc vous parlez au passé. Au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, non, parce qu'elle n'est pas finie d'être électrifiée. Il reste encore 170 km D'accord, ok. Après 9 heures. Ah oui, c'est donc une nécessité. Voilà. Et donc, le problème... Alors, on va dire que dans un contexte franco-français, c'était une petite... ça s'amusait tout le monde. Oui. Puisque qui n'avait pas une grand-mère qui, en vivant à La Rochelle ou à Bordeaux, une grand-mère à Clermont-Ferrand qui allait voir une fois par an. Voilà. Donc ça, c'était un peu amusant. Mais je dis que quelque part, dans un espace européen, ça devient handicapant de ne pas avoir une transversale qui permet... Voilà. Et donc, en plus, c'est un véritable projet d'aménagement du territoire parce qu'il ne suffit pas de faire une infrastructure. Il faut voir ce que peut apporter une infrastructure, c'est-à-dire bâtir un projet territorial. Oui. Et c'est ça aussi l'originalité de notre association. On a participé à beaucoup de débats publics sur des lignes. Et souvent, le reproche qui était fait par les commissions de débats publics, c'était de dire, oui, attendez, vous êtes obsédés, et en plus souvent pour aller à Paris, vous êtes obsédés par l'infrastructure, mais qu'est-ce que vous allez en faire de cette infrastructure ? Je veux dire, c'est-à-dire le business plan, grosso modo, qu'il y a derrière ? Voilà. Pour la rentabiliser, pour la faire vivre. Voilà. D'accord. Et donc, et je reviens à ce que vous disiez, c'est là où effectivement certains ont pu penser qu'il y avait une opposition entre LGV, ligne à grande vitesse, et réseau classique, et on l'a vu dans tous les débats publics, parce qu'en fait l'idée c'était pas de les opposer, c'était de les articuler. D'accord. Puisque voilà, et c'est pour ça que je dis qu'il fallait faire à la fois le TGV, mais pas laisser tomber le réseau. Alors on va dire qu'on n'avait pas donné assez de moyens, mais pourquoi ? Parce qu'on n'a jamais donné vraiment, on n'a jamais défini le rôle que pouvait avoir le ferroviaire dans la mobilité. Et je vous dis, ça fait plus de 4 ans depuis que la SNCF existe. D'accord. Ouais, D'accord. Il n'y a jamais eu de raisonnement de fond comme vous en avez mené. On court derrière les crises. Il y a des crises, donc on court derrière. On essaye de colmater. J'ai parlé de 95. On a colmaté. Il y a eu la création de RFF. Et puis 22 ans après, pom, ça repète. Oui, parce que le RFF n'était qu'une besace destinée à transférer la dette, quoi. Voilà. Pour la faire court, hein, pour la faire court sur cette question. Et alors en 2015, là c'est une étape importante. Vous lancez depuis le Parlement européen à Bruxelles le projet Via Atlantica, parce que justement, vous voulez sortir des frontières de l'Hexagone pour donner, et peut-être pour justifier encore plus, la réalité de ce réseau. Comment ça se passe ? Alors, si vous voulez, à ce colloque, pourquoi ? Oui, déjà, on est arrivé à être plus européen. En 2011, il y a eu la définition de ce qu'on appelle le réseau transeuropéen de transport par la Commission européenne. Il y a eu un livre blanc aussi sur les transports. Et donc, il y a eu 9 corridors qui ont été définis. Et donc, dans ce qui, entre autres, intéressant la France, il y a ce qu'on appelle le corridor Méditerranée. Donc, c'est un corridor qui vient de Budapest, qui passe par Ljubljana, Slovénie, Venise, Milan, Turin, Lyon. Et à Lyon, qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde descend.
Non, Non. on fait un virage à 90 degrés et on va vers Marseille et Barcelone. Bon. D'accord. De l'autre côté, il y a le corridor atlantique qui part de Mayence, Paris, et puis qui descend Bordeaux jusqu'au sud de l'Espagne. Bon, donc nous, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, mais c'est absurde maintenant. Si on raisonne espace européen, le Lyon-Turin, c'est un cul-de-sac sur un axe est-ouest européen inachevé. On s'est dit, et en plus, certains défenseurs du Lyon-Turin le défendaient très mal, puisqu'ils nous disaient, le port, vos ports de l'Atlantique, ça ne nous intéresse pas, alors qu'en fait, ils sont en face. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le port de du Havre. Pardon. D'accord. Donc, j'ai dit, attention, si vous faites le port du Havre, il faut savoir qu'à un moment, quand on aura acheminé des marchandises à Paris, on peut très bien aller directement sur Bâle, en Suisse, et puis de Bâle, on descend par les tunnels suisses, puisque les Suisses, eux, sont actifs en matière d'infrastructure, et on arrive directement à Milan, le cœur de l'Italie industrielle, à la Lombardie. Donc voilà, donc je veux dire, vous le défendez très mal, votre projet. Il faut savoir que ce projet est aujourd'hui contesté. Et nous, ce que l'on dit, c'est que sa prolongation vers la façade atlantique, ça lui donne du sens. C'est ça. Parce qu'en fait, ce qu'il faut maintenant à ces projets-là, c'est leur donner du sens. Pour que les opposants, il y en ait moins. Il y en aura toujours des opposants. Oui, mais ça, on va y venir. Mais grosso modo, effectivement, vous, au départ, votre noyau dur autour de vous, porteur de ce projet, ce sont les élus locaux, précisément, de Bretagne, de Limousin, enfin tous les gens qui vont être impactés parce que ça va passer chez eux et que ça va forcément développer l'activité, le nombre de trains et le nombre de stations dont on a besoin. Voilà. Donc, en gros, les élus locaux à peu près vous soutiennent ce type de projet? Alors, je vais vous dire la vérité, on est là pour se la dire, pas de langue de bois. Voilà. C'est-à-dire que, comme je vous l'avais dit, l'association existe depuis 20 ans. En 1997, on nous disait, c'est un projet pour 2020. Bon. Oui, ça ne mange pas de pain. Ouais. Revenez dans 20 ans. On est en quelle année? 2018. Maintenant, on me dit c'est 2030, 2040. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on n'a pas fait... il ne s'est pas passé grand-chose, je veux dire. Il ne s'est pas passé grand-chose parce que... alors, il y en a un qui nous avait écouté, c'était Dominique Bussereau. Oui. Vous savez, le Grenelle... ministre des Transports de Chirac. Voilà, qui est en plus de Charente-Maritime. Forcément, un gars bien. Non, mais surtout intéressé par le projet. Voilà, c'est là que je veux revenir. Voilà, intéressé par le projet, et puis qui avait lancé... Alors, Sarkozy, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait son Grenelle de l'environnement, et avec il voulait qu'il y ait un schéma national des infrastructures de transport. Donc tout le monde a... Alors c'est vrai qu'à un moment, il y avait peut-être... chacun voulait son TGV, c'est vrai. Mais néanmoins, Dominique Bussereau avait mis dans ce qui devait être une loi, mais qui n'a pas été jusqu'au bout, parce qu'après ça a changé de gouvernement. Il avait mis un barreau est-ouest, donc qui correspond peu ou prou à cette Via Atlantica. Donc je veux dire, il y avait quelque chose, une reconnaissance officielle. La démocratie, c'est bien, mais parfois, ça, bim, badaboum, ça change. Et donc, après, on a eu le quinquennat Hollande, et tout de suite, le quinquennat Hollande qui a dit, alors que c'était une vision à 30 ans, ce schéma national des infrastructures de transport, c'est pas de tout faire. Eh bien, il a dit, non, on ne peut pas se le payer, donc, on réunit une commission avec M. Duron, et donc, commission Mobilité 21, et on dit, tel projet oui, tel projet non, voilà. Et donc, il y a eu un coup d'arrêt. Donc, les élus qui nous soutiennent, alors, ils ont commencé à nous soutenir, on va dire, vers 2003. Au début, c'était vraiment lancé par des civils. Donc, ils ont lancé en 2003. Donc, arrivant déjà en 2013, tout ça, il y en avait qui ont commencé à nous dire, oui, mais il ne se passe pas grand-chose. Ce qui est logique au bout de 10 ans. Voilà, alors il ne se passe pas grand-chose. On a le droit de se poser des petites questions. Donc, ça a été dur. Et vous savez, quand vous avez par exemple une ville comme Clermont-Ferrand qui vous dit on arrête, c'est embêtant parce que... c'est un allié précieux qui s'en va. Clermont-Ferrand. Et puis ça veut dire que quelque part, il y a un renoncement de la part de ces élus. Le président de la région était l'un de vos premiers supporters. Exactement. Le président Souchon. Alors, il y en a un déjà, je vais rappeler sa mémoire puisqu'il est décédé, c'est Pierre-Joël Bonté, qui était président du Conseil général et après qui a été président du Conseil régional d'Auvergne en 2004. Et lui, tout de suite, il avait compris l'intérêt. Il décède en janvier 2006, donc René Souchon le remplace, mais René Souchon s'intéresse de la même manière au projet et devient président d'Altro. Voilà. Donc il a porté le projet, et c'était intéressant d'avoir une figure comme cela, c'est un ancien ministre, voilà. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a un essoufflement, et puis alors avec la succession des rapports Commission Mobilité 21 qui dit... récemment, on a eu rapport Duron 2,
c'est-à-dire M. Duron a été encore embauché pour faire un autre rapport. Alors, c'était le Conseil d'orientation des infrastructures de transport. Bon, il a fait son truc, mais là encore, c'est pas très ambitieux, hein. Si on dit ça aux Chinois, je veux dire, il y avait 3 scénarios. Un scénario où on disait que pour les infrastructures, la France allait dépenser 40 milliards sur 20 ans. Oui. Un autre à 60 milliards. Et le dernier à 80 milliards. Alors même si on prend le plus ambitieux, on va dire 80 milliards, ça fait 4 milliards sur 20 ans, eu égard aux besoins, je veux dire, c'est timide. D'accord. C'est timide. Et donc, actuellement, dans l'escarcelle, celui qui se ferait, ça serait le Bordeaux-Toulouse. Voilà, en gros. D'accord. Ils sont Bien. pas... voilà. Alors, je vous propose une petite pause musicale, ne serait-ce que pour digérer toutes ces infos. C'est riche, hein, votre projet. Moi, je suis épaté parce que j'ai l'impression que vous avez tout le réseau ferroviaire de l'Europe dans la tête. Exactement. Alors, je C'est suis notre admiratif. force. C'est ça, On va notre force. continuer à discuter ensemble. Vous êtes absolument passionnant. Ça sera juste après un peu de pop chinoise. Vous n'avez rien contre Absolument. Bien, très bien. Il s'appelle Jackson Wang. Il marche bien en ce moment. Son titre, c'est Papillon. Il marche bien en Chine. C'est un des tubes favoris de nos amis chinois en ce moment. On écoute. À tout de suite.